Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Foden, Kane, Sterling, Mason Mount, Marcus Rashford, l'Angleterre dispose d'un réservoir de joueurs offensifs extrêmement prometteur. Pourtant, depuis le début de cet Euro 2020, la sélection anglaise propose un jeu fade, sans intérêt, et ne répond pas du tout aux attentes qu'on pourrait se faire d'un favori à la victoire finale. Alors, quels sont les mots MAUX de cette sélection anglaise et pourquoi son début de compétition est-il si frustrant? On va voir ça ensemble. Avant d'aborder le vif du sujet, comme c'est la coutume pour les précédentes vidéos concernant l'Euro 2020, on va replacer le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. L'Angleterre fait partie du groupe D, composé avec l'Angleterre bien sûr de la Croatie, de l'Écosse et de la République tchèque. On s'attendait à voir un duo de tête dominé par la Croatie et l'Angleterre, et finalement c'est la République tchèque qui sort son épingle du lot et qui est première à égalité de points avec l'Angleterre deuxième. Derrière, on retrouve la Croatie et l'Écosse avec un point chacun. L'Angleterre a déjà joué 2 matchs dans cette compétition. Une victoire assez compliquée, 1-0 contre les Croates. Et puis ce 0-0 assez terne, très fermé contre l'Écosse à Wembley. Le dénouement du groupe D s'achève ce soir. Peut-être que les scores sont déjà donnés si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard. En tout cas, l'Écosse affronte la Croatie. Et puis on a un match République tchèque-Angleterre qui risque de proposer un beau match puisque la République tchèque est sur un très bon niveau de performance et d'un autre côté l'Angleterre, la favorite dans ce match et à la victoire finale on peut le dire, ne répond pas clairement aux espoirs qui ont été placés en elle. En soi, au niveau des résultats, il n'y a rien d'alarmant puisque cette équipe d'Angleterre va se qualifier, va peut-être aller décrocher la première place en fonction de son résultat contre la République tchèque. En revanche, quand on regarde ce 11 anglais, et c'est pour ça que j'ai appelé cette première partie Espoir déchu, quand on regarde les joueurs alignés sur le terrain, c'est clairement une équipe d'un très gros calibre, d'un calibre de vainqueur de compétition. Lorsqu'on pose un regard sur l'équipe alignée contre la Croatie lors du premier match, on retrouvait 5 joueurs qui étaient participants de la dernière finale de Ligue des Champions. Ce quatuor offensif est composé de très beaux noms et il permet même à l'entraîneur Southgate de laisser sur le banc Marcus Rashford quand on sait qu'à sa place il y a le meilleur buteur de la dernière compétition internationale en la personne d'Harry Kane qui avait marqué 6 buts lors de la Coupe du Monde 2018. Il est donc légitime de s'attendre à une effervescence offensive quand on a des joueurs d'aussi bonne qualité en attaque, pourtant c'est pas le cas. Il y a déjà un manque de réalisme puisque l'Angleterre a donc mis un but sur ces 2 matchs, compte 2,6 expected goals, ce qui veut dire que l'Angleterre aurait dû marquer entre 2 et 3 buts et n'en a marqué qu'un, ce qui fait un taux de conversion de 38%, un des plus bas de l'Euro parmi les 24 participants. Et si on creuse encore, en fait on se rend compte que l'Angleterre est une équipe qui pénètre très peu dans le dernier tiers adverse, du moins dans cet Euro, elle fait partie du bas du classement dans cet exercice. Elle est 18e sur 24 parmi des équipes comme la Hongrie, comme la Finlande, comme la Suède qui n'ont pas fait preuve de beaucoup d'allant offensif dans cet Euro. Être 18e, même s'il n'y a eu que 2 matchs, c'est quand même une statistique assez accablante pour l'Angleterre et ça se vérifie totalement lorsqu'on regarde ces matchs. Si on compare par rapport au Danemark, donc toujours la même statistique, le Danemark rentre environ une 50aine de fois dans le dernier tiers adverse, alors que l'Angleterre dans cet Euro ne rentre qu'en moyenne une 30aine de fois par match, ce qui fait presque le double pour le Danemark, alors que l'Angleterre a quand même cette volonté d'être protagoniste, de vouloir avoir la maîtrise du jeu. Cette équipe d'Angleterre a du mal à être conquérante avec le ballon, et ça s'est vérifié lors du match contre l'Écosse, qui est beaucoup plus parlant même que le match contre la Croatie, puisque les joueurs anglais ont eu une totale maîtrise du ballon, mais n'ont jamais réussi à étouffer l'adversaire, à le compresser en position basse contre sa surface de réparation. Seulement des phases de possession assez basses, et puis on a surtout une déconnexion entre les deux extrêmes, entre les joueurs offensifs et les joueurs défensifs. L'Angleterre a confié sa relance à 5 joueurs, elle évolue en 4-3-3 lorsqu'elle a le ballon avec du coup Rice qui va rester en point de basse de ce milieu à 3 joueurs avec Mount et Phillips qui vont jouer un petit peu plus haut. On a les 2 défenseurs centraux pour former un premier triangle de relance et ensuite des latéraux qui vont jouer extrêmement bas. Tant que le premier rideau n'est pas franchi, ils vont rester assez bas, ce qui permet d'avoir un hexagone à 5 joueurs pour pouvoir créer une situation de supériorité à la relance. Et ça fonctionne très bien puisque les Anglais arrivent parfaitement à faire circuler le ballon en possession basse. Le ballon circule, mais ça manque d'idées en ce qui concerne la transition pour aller vers l'avant. Ça manque surtout d'un déclic
d'un fixé renversé pour attaquer l'espace libre de l'autre côté, d'une conduite de balle d'un latéral ou d'un défenseur central pour pouvoir aller casser le premier rideau. Et puis on a aussi Rice au milieu qui a du mal à trouver de la verticalité, qui au final remise beaucoup sur ses défenseurs centraux et a du mal à se mettre face au jeu. La pass map de l'Angleterre montre bien cette circulation en U où on va tenter de contourner le premier rideau sans jamais réussir à le transpercer. Et notamment lorsque le ballon arrive sur les ailes, il n'y a pas de circuit de passe, il y a peu d'animation sur les ailes, ce qui fait que le latéral revient très régulièrement vers l'arrière et on a cette circulation en U comme le montre la pass map. Pour l'adversaire, il n'y a au final assez peu d'intérêt d'aller presser ces relanceurs anglais puisque ça ouvrirait potentiellement des intervalles qu'ils n'arrivent pas à se créer lorsqu'ils ont le ballon entre les pieds. Cette construction à la relance, elle est assez confuse et ça se voit aussi par l'attitude corporelle des joueurs qui, par leurs gestes, montrent qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution. Les relanceurs prennent assez peu leurs responsabilités pour pouvoir casser la première ligne adverse. Derrière aussi, il y a un certain manque d'harmonie dans les solutions proposées dans les relais offensifs qui sont disponibles devant. En attaque placée, on distingue 5 joueurs cibles à la relance avec Phillips qui va jouer plus haut que Rice et qui va être à l'intermédiaire entre donc Rice en point de basse et Mason Mount beaucoup plus libre et beaucoup plus offensif. Et puis devant avec Sterling, avec Foden, avec Kane, avec Mount du coup qu'on vient de citer, on a une vraie arme offensive dans l'arsenal anglais, mais Southgate n'a pas encore trouvé la notice pour pouvoir l'utiliser. Les joueurs anglais bougent, proposent du mouvement individuellement mais sans forger une animation collective qui aurait des repères et qui fonctionnerait. Les appels ne se complètent pas sur certaines séquences. On voit des mouvements qui sont asynchrones entre les joueurs. Sur celle-ci, Mount décroche pour toucher le ballon mais se retrouve à la même hauteur que Rice. Sur cette autre séquence, en attaque rapide, on voit Harry Kane et Foden qui ne coordonnent pas leurs appels, qui n'anticipent pas le mouvement de chacun et au final se projettent exactement dans la même zone. Un appel sur l'aile aurait été plus pertinent ici pour occuper l'espace disponible sur la largeur et puis aussi pour attirer le latéral adverse et ouvrir l'axe du terrain. Si on continue cette action et qu'on décompose la course de James sur le côté, on voit qu'il veut se projeter, qu'il accélère puis qu'il freine son appel. Le joueur de Chelsea a l'habitude d'être offensif dans le système de Tourelle. En Angleterre, Southgate veut qu'il reste beaucoup plus bas et donc il se bride et on le sent un petit peu confus dans cet appel. La fin de l'action, c'est Harry Kane qui rate sa passe, qui s'attend peut-être aussi à voir un latéral plus haut sur le terrain. La relation entre les joueurs manque de spontanéité, ils réagissent trop tard ou manque de dynamisme pour exploiter les intervalles. Et on le voit sur cet appel à l'intérieur de Luke Shaw qui permet d'attirer l'adversaire, mais derrière on ne trouve pas une passe diagonale qui aurait permis d'apporter de la verticalité. Il est difficile pour Southgate de mettre en place son projet de jeu collectif lorsqu'il n'a pas les joueurs au quotidien et puis surtout ses idées, ses principes sont assez divergents avec ce que les joueurs peuvent retrouver dans leurs clubs respectifs. Cette équipe d'Angleterre, elle est donc frustrante puisque pour l'instant on sent tout le potentiel technique avec de telles individualités mais le potentiel tactique derrière n'est pas encore suffisamment exploité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En ce temps très pluvieux, c'était l'occasion de parler de l'Angleterre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo qui est beaucoup plus positive cette fois pour parler du jeu de Mancini déployé avec la sélection italienne. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, certainement encore sur l'Euro 2020, Euro 2021. À très vite, salut!